il est 33, donc on va commencer pour ces 3 quarts d'heure sur, alors, je me serais mieux présentée que moi, l'article 151 septies. Merci encore à Emmanuel Lejeune, qui est le coprésident de la commission fiscale chez ECF, et Mylène Cartier, qui va se présenter peut-être en un mot, parce que Emmanuel, vous le connaissez tous. Mylène, c'est sa première au Café Fiscal, et qui est candidate tête de liste ECF du CROEC pour les élections au CROEC Bourgogne-Franche-Comté, si je suis précise. Je vous remercie à tous les deux, merci à tous les participants. Donc, vous avez le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nos intervenants regardent le chat et essaient de prendre les questions au fur et à mesure. On aura le replay et le support, et je remercie encore les animateurs, et je vous souhaite de passer un bon café fiscal. Eh ben, parfait, merci Mélanie, tu as fait l'introduction. Je vais juste ajouter bienvenue, enfin bonjour à toutes et tous et bienvenue à nos amis des DOM, puisqu'on fait ce café fiscal à 13h30 pour pouvoir toucher à la fois la Réunion et à la fois, enfin, Réunion Mayotte, oula, je commence à citer, c'est là qu'on en oublie, et nos DOM du côté de l'Amérique. Voilà, comme ça, j'ai oublié personne. Je te donne la main, Mylène, pour te présenter, et puis après, je vais attaquer. Avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravie de participer à ce café fiscal et en plus avec un confrère de ma région, Bourgogne-Franche-Comté. Ravie d'être avec vous, de voir quelques noms en local dans la liste. Et puis, euh, ça va être un super sujet, l'article 151 septies. Sachant que pour ma part, j'adore les professions libérales et qu'on peut très souvent l'utiliser. Donc, on va le décrypter sous toutes ses coutures. Ok, eh ben merci. Alors pour rebondir, donc le chat, je vois en même temps le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. La Corse, j'ai un doute pour savoir si c'est un DOM. Pour moi, on est en France métropolitaine, mais ça, c'est à vérifier effectivement dans les livres de géographie ou dans les dictionnaires. Est-ce que la Corse est un DOM ou est-ce que la Corse, c'est la France métropolitaine? Allez, c'est parti, sans plus attendre. Hop. Donc, article 151, c'est une pièce du Code général des impôts. C'est un article de base qui paraît extrêmement simple. Et puis finalement, c'est toujours pareil quand on prépare les cafés fiscaux, quand on a préparé le support avec Mylène, effectivement, on s'est aperçu que le diable se cachait dans les détails. Donc, ça ne fait pas de mal de revenir à ce texte-là, à ne pas confondre avec le 151 septies A ou le 151 septies B. C'est pas la même chose. Donc, vous avez lu le sommaire et je vais attaquer directement par les conditions de cet article. Sachez qu'à la dernière page de la présentation, vous aurez tous les liens vers Légifrance, vers le BOFIP, vers le BOFIP. Donc, de quoi parle-t-on? Cet article, il s'applique uniquement dans les activités professionnelles et imposées à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous voulez appliquer cet article dans vos structures impôt société ou dans une entreprise individuelle à l'impôt société, passez votre chemin puisque ce texte ne concerne effectivement que les activités soumises à l'impôt sur le revenu. Et donc, les activités, c'est extrêmement simple. BIC, BNC, BA et exercer à titre professionnel, on y reviendra. Autre condition, l'activité doit avoir été exercée au moins pendant 5 ans. On y reviendra également. Il y a une notion de recette, de seuil de recette annuel à ne pas dépasser pour pouvoir en bénéficier. On y reviendra également. Et il y a aussi une dernière peau de banane qui est indiquée dans le texte, c'est que le bien cédé n'est pas un terrain à bâtir, un immeuble inachevé ou destiné à être démoli puis reconstruit. Donc faites attention effectivement à ce cas de figure. Par contre, si à l'actif de votre entreprise individuelle, il y a un immeuble, classique, un hangar, par exemple, dans une exploitation agricole, si ce hangar est vendu, je vais prendre le cas de figure le plus simple, il peut bénéficier de l'exonération, alors sous réserve de respecter bien évidemment toutes ces conditions qui sont cumulatives. Et donc, on parle d'exonération d'impôt sur le revenu, qu'on soit en plus-value court terme ou long terme. Là, je suis sur la partie fiscale.
Après, vous savez qu'il y a des subtilités en matière sociale. Ce n'est pas parce qu'on est exonéré d'impôt sur le revenu qu'on est forcément exonéré au niveau des cotisations sociales, puisque l'exonération en matière de cotisations sociales va concerner les personnes qui sont affiliées à la MSA, alors que si effectivement on est dans le régime URSSAF classique, il n'y a pas cette exonération de cotisations sociales. Et là, je passe la balle à Mylène qui va commencer par la première des conditions. Donc la première condition, c'est d'exercer à titre professionnel. Donc comme l'a dit Emmanuel, ça concerne les BIC, les BA, les BNC en entreprise individuelle ou en société de personnes soumises à l'impôt sur les revenus. Il faut que la participation soit personnelle, directe et continue. Donc ces trois notions sont très importantes à l'accomplissement des actes nécessaires à la gestion opérationnelle d'une entreprise individuelle ou d'une société. Donc bien évidemment, les loueurs en meublé professionnels exercent à titre professionnel et sont concernés. Il n'y a pas de question par rapport au volume de l'activité déployée. Et puis, il faut vraiment faire attention. Donc c'est une analyse au cas par cas. Et petite, précision, la plus-value sur les cessions de parts de SCM peut bénéficier de l'exonération parce que les parts de SCM, de sociétés, civiles de moyens, ce sont des biens affectés par nature à l'exercice de la profession et qu'ils soient inscrits ou non sur le registre des immobilisations, ça fait partie des points qui sont, concernés par cette exonération 151 septies du Code général des impôts. Je vais me permettre enfin, ou plutôt l'expérience, enfin, globalement, dans nos clients, en principe, on est sur des petites entreprises, puisque de toute façon, cette exonération, c'est uniquement pour les petites entreprises, puisqu'il ne faut pas dépasser certains seuils de chiffre d'affaires qui sont relativement faibles. La majorité de nos dossiers, ou quasiment l'intégralité, les chefs d'entreprise, effectivement, respectent cette condition, puisqu'ils travaillent effectivement beaucoup dans leur entreprise, mais il faut savoir effectivement qu'on peut imaginer une entreprise individuelle où le chef d'entreprise, effectivement, finalement, travaille peut-être une fois par semaine, enfin un jour par semaine, se contente de donner les directions aux salariés, signer les contrats, enfin diriger comme un chef d'entreprise, mais sans mettre les mains dans le cambouis, et le bénéfice de l'exonération serait acquis, enfin cette condition serait respectée. Voilà, on n'est pas obligé de travailler H24 pour en bénéficier. On reviendra sur, il y a une question dans le chat, mais les plus-values de SM ne sont pas concernées. Si c'est ce que vient de dire Mylène, les plus-values de SCM peuvent bénéficier de l'exonération, parce qu'effectivement, vous savez aussi bien que nous qu'en SCM, l'activité n'est pas déployée au travers de la SCM. La SCM ne sert qu'à partager des charges entre les professionnels, mais le BOFIP, effectivement, prévoit que on puisse bénéficier de l'exonération au niveau pour les plus-values réalisées par la SCM ou pour les plus-values réalisées par la SCM, pardon. Hop, next. C'est à moi. Alors, l'activité exercée pendant au moins 5 ans, grosse peau de banane. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comment on compute ce délai de 5 ans? Et donc, la particularité, en fait, c'est qu'on ne calcule pas de date à date, mais on calcule de date le début d'exercice effectif à titre professionnel de l'activité à la date de clôture de l'exercice ou de la fin de période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. Donc, je vais illustrer cela. On est en 2024, on va faire simple, un bilan 31 décembre 2024. J'ai commencé mon activité en septembre 2019. Voilà, septembre 2019, j'ai un bilan année civile, je vends en 2024, que ce soit en janvier 2024 ou en décembre 2024, une immobilisation. Mes 5 ans sont respectés parce qu'on va regarder à la date de clôture de l'exercice. Donc voilà, j'ai fait ma session en janvier. En janvier, je n'ai pas encore mes 5 ans d'activité. On pourra quand même en bénéficier parce que effectivement, j'aurai mes 5 ans. Et aussi, autre débat, c'est le début exercice effectif à titre professionnel.
faut faire attention parce que ça peut arriver qu'on crée, par exemple, une société, on la crée au début sans activité, parce que derrière, elle va acheter un fonds de commerce. Le fonds de commerce est acheté 2 ou 3 mois après. Le début d'activité, c'est réellement 2 ou 3 mois après. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. On prend bien le début d'activité de l'exercice professionnel. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Après, on regarde également ce délai de 5 ans, on regarde activité par activité. Alors, je m'explique. On peut avoir des cas de figure. Tiens, je vais prendre un cas d'un client. J'ai un client, il fait des travaux forestiers, BIC, et il est également agriculteur, BA. On a 2 liasses fiscales pour ce dossier-là. Et on a 2 liasses fiscales pour ce dossier-là. Et effectivement, les 5 ans, je regarde, je vends une immobilisation dans mon activité forestière, je m'intéresse à l'activité forestière. Je vends une IMO en activité agricole, je m'intéresse à l'activité agricole. Voilà, donc pareil, faites attention quand il y a des activités, effectivement, on a plusieurs activités. Faites également attention, ça peut arriver, le client, allez, commerçant, il était commerçant et puis après, il bascule l'activité forestière. C'était une entreprise individuelle ou alors c'était une société et puis on a changé l'objet social. Donc là, c'est pareil, il faut regarder activité par activité. Et donc, si j'étais 10 ans commerçant et puis que après je passe forestier et qu'au bout de 2 ans je vends une immobilisation de cette activité forestière, ben je ne respecte pas les 5 ans. Autre pot de banane, mais c'est les cas, c'est la vie de tous les jours. On a commencé, oui, exercice à titre individuel, on a commencé en société de personnes. Et après, effectivement, j'exerce la même activité à titre individuel. Donc, si c'est exactement la même activité, on va pouvoir cumuler effectivement les durées. Donc ça, c'est également à regarder. Donc, il faut toujours regarder effectivement ce qui s'est passé dans les années précédentes. Alors après, on a le cas inverse. J'ai commencé en entreprise individuelle et après, je bascule mon activité en société de personnes. Alors là, il y a deux, il y a deux, il y a deux positions, la position de l'administration et la position du Conseil d'État. Alors la position de l'administration, c'est bien, mais vous savez, le BOFIP, à de nombreuses reprises, l'administration fiscale se fait retoquer par la jurisprudence. Pourquoi? Parce que dans le BOFIP, ils ont prévu des conditions qui n'existaient pas ou autres, ils ont restreint des droits. Et donc, qui dit le droit en France, ce n'est pas l'administration, ce sont les tribunaux. Et donc, effectivement, pour le même cas de figure, il y a 2 approches, celle de l'administration, on vous l'a mise, mais celle qu'on préconise, c'est la position du Conseil d'État. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé en entreprise individuelle, puis j'exerce en société de personnes, la même activité, et donc, effectivement, le Conseil d'État indique qu'on peut cumuler les deux périodes. En fait, on a exactement la même position que le slide précédent quand on avait commencé en société de personnes et puis on poursuit en entreprise individuelle. Autre cas de figure qui peut arriver, on a des clients qui peuvent décéder, et donc si l'exploitation est poursuivie par les héritiers, le décompte, on le fait à partir de la date de décès. Et il y a aussi un dernier cas de figure, l'expropriation ou l'indemnisation par les assurances, ça peut arriver, effectivement. Moi, j'ai des clients où un hangar a brûlé, et donc on l'a sorti des IMO, on a été indemnisé par l'assurance, et donc là, on ne tient pas compte du délai de 5 ans. Donc ayez ça en tête, parce que effectivement, si jamais au bout de 2 ans un hangar brûle, on pourrait bénéficier effectivement de ce régime. Les derniers points à regarder pour savoir effectivement si ça fait au moins 5 ans qu'on exerce cette activité, c'est la fameux cas de la location-gérance. Donc déjà, pour mettre en location-gérance son fonds de commerce, il faut déjà l'exploiter un certain nombre d'années. J'ai plus en tête la durée. Mais là, en fait, dans ce cas de figure, donc j'ai exploité, je le mets en location-gérance, je reprends mon fonds que j'exploite. Donc, il faudra tenir compte en fait des durées d'exploitation antérieures et postérieures à la location-gérance.
Et on a aussi un autre cas de figure, c'est moi, je loue le fonds et finalement, je ne rends pas le fonds, mais je l'achète. Et dans ce cas de figure, effectivement, on tient compte de la période où j'ai loué le fond. Tout ça pour dire en résumé que moi, je vous invite, c'est à chaque fois que vous avez l'article 151 septies, c'est de reprendre le texte et de vérifier effectivement que vous respectez les conditions avec toutes les subtilités qu'on a pu indiquer, parce que très souvent, nos dossiers, ils paraissent simples, mais en fait, le diable se cache dans les détails et on peut se faire bananer pour le non-respect d'une des conditions. Hop, allez Mylène, c'est à C'est toi. parti. Donc sur la partie recettes, on va distinguer trois types d'activités: les activités agricoles, la vente, fourniture de logements hors meublé, et puis les prestations de services. Et quand le chiffre d'affaires pour ces activités de manière respective est inférieur à 350 000 euros, 250 000 euros ou 90 000 euros, l'exonération sera totale. Et au-delà de 450 000, 350 000 et 126 000 euros respectivement, au-delà, donc l'exonération sera nulle. Et entre ces deux fourchettes, on aura un pourcentage d'exonération à calculer. Et donc, pour apprécier le montant des recettes à prendre, on raisonne hors taxe. Donc, côté BIC, on va prendre le chiffre d'affaires. Côté BNC, on va prendre les recettes encaissées. Et puis, ce sont celles donc réalisées au titre des exercices clos, ramenées si besoin sur 12 mois, et on prend en compte les 2 années civiles qui précèdent la date de clôture où a été réalisée la plus-value. Donc je vends un bien en 2024, je vais me baser sur la moyenne de 2022 et de 2023. Donc la fraction de plus-value exonérée en cas d'exonération partielle, donc on fait le seuil d'exonération totale moins le montant des recettes divisé par le seuil d'exonération partielle moins le seuil d'exonération totale. Donc, par exemple, pour 400 000 euros de recettes pour une activité agricole, on va faire les 450 000 euros moins 400 000 de recettes divisé par 450 000 euros le seuil haut moins les 350 000 le seuil bas, et on obtiendra un pourcentage d'exonération de 50%. Ah, zut, j'ai pas cliqué. Alors, je vois en même temps les questions, hein. Il y a pas mal de questions que vous posez. Les réponses arrivent, notamment pour l'activité agricole avec la décision du Conseil d'État d'avril 2024. On va en parler. Enfin, voilà, on retraitera effectivement toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est bien, vous suivez. Ils sont au taquet. Donc en BIC, voilà, on prend le chiffre d'affaires plus les recettes accessoires. Donc autrement dit, les comptes 701 à 708. Côté BNC, on prend les recettes hors honoraires rétrocédés. Donc sur la déclaration fiscale 2035, c'est la case AA moins la case AC. Et puis on ne prend pas non plus en compte pour les BNC ni les débours, ni les produits de cession, ni les indemnités journalières liées à la capacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident. Et puis pour les bénéfices agricoles, on prend le chiffre d'affaires hors taxe auquel on augmente les subventions, les autres recettes et produits accessoires. Donc là, on vous a remis toutes les petites cases qui vont bien. C'est bon, bien, oui. Et puis, il y a des petites particularités chez les bénéfices agricoles, notamment les opérations à façon, pardon, tout ce qui est abattage de cheptel qui serait imposé à l'éleveur, et également voilà, le chiffre d'affaires de l'abattage et indemnités d'abattage qui sont retenus pour un tiers. Voilà, donc là, effectivement, dans l'agricole, et on le verra après, hein, l'agricole, c'est un monde à part. Et donc, effectivement, pareil, pensez à retourner à la documentation pour effectivement pas vous faire avoir. Parce que, par exemple, les opérations à façon, les recettes multipliées par 3, j'ai plus en tête quand ça a changé, si c'était à compter des bilans 2023 ou 2022, mais avant on était x5. Voilà, donc il y a les lois de finances qui viennent rectifier de façon marginale certaines choses, et puis comme on ne les traite pas tous les jours, ben, on a tendance effectivement à les oublier, enfin pour ma part, mais peut-être que vous n'oubliez pas, tant mieux pour vous, mais moi je oublie tout le temps, donc je passe ma vie effectivement à les revérifier dans la doc. Hop,
Elle est pour toi, celle-ci, normalement. Elle est toujours pour moi. Donc, sur les recettes, attention quand on a plusieurs activités. Emmanuel le donnait avec son exemple. Donc, il faut bien comparer le seuil d'exonération avec le montant total des recettes de toutes les activités. Et il s'agit d'un cumul par catégorie de revenus. Quand on a aussi bien côté BIC que BNC, donc les recettes de l'entreprise individuelle à prendre en compte, mais également la quote-part de recettes réalisées par la société de personnes en fonction du pacte social à la clôture de chaque exercice clos au cours de la période de référence, ou à défaut d'actes ou de conventions qui prévoiraient une répartition différente. Et ça, ce serait un acte ou une convention qui serait enregistrée aux impôts pour pouvoir être opposable. Là, moi, je pense tout de suite à mes SCM. Donc, soit c'est la répartition statutaire qui est prévue, soit c'est le pacte d'associés, le règlement intérieur. Mais voilà, petite attention sur le fait qu'il soit bien enregistré. Et justement, sur cette quote-part, par exemple, de SCM, on ne tient pas compte des remboursements des associés, mais uniquement des opérations avec des tiers. Donc, imaginons dans ma SCM, elle sous-loue une petite partie, c'est uniquement la quote-part de recettes de cette sous-location qui rentre dans le calcul du montant de mes recettes en tant qu'entrepreneur individuel et membre d'une SCM. Et puis, côté BA, Oui, c'est une on trouve... coquille, ça. C'est le slide précédent qui a été Ah, dupliqué et c'est exactement. Voilà, donc ce qu'il faut eh retenir, bien, c'est cumul par catégorie de revenus. Donc, catégorie de revenus, c'est BA, BNC, BIC, hein. On exact. on- on n'additionne pas des choux des choux et des carottes dans le cadre de la pluriactivité. Hop. Ouais. Alors, Comment ça se passe quand on a des conjoints, du coup, Emmanuel? eh ben, il faut pas en avoir, ça simplifie la chose. Le mariage, c'est mauvais à la santé fiscale. Donc effectivement, il y a des problématiques puisque au niveau du mariage, et là on va traiter que le mariage. Dans le BOFIP, il ne parle pas du PACS, mais je pense qu'on pourrait avoir des raisonnements un petit peu similaires. Au niveau du mariage, on peut avoir un régime communautaire, on peut également être en séparation de biens. Puis il y a aussi des cas de figure qui ne sont pas intégrés dans le BOFIP, et c'est là où il faut, à mon avis, utiliser nos méninges. On peut très bien être marié sur le régime de la communauté, mais que l'entreprise ou que les parts de société soient un bien propre. Pourquoi? Parce que elles ont été acquises ou créées avant le mariage. Et puis on peut aussi avoir, je suis en train de réfléchir, non, je ne vais pas dire de bêtises. Donc tout ça pour dire, et les mots ont leur importance. Lorsqu'on est marié sur le régime de la communauté de biens, enfin communauté réduite aux acquets, il y a une présomption d'exploiter une seule et même entreprise. C'est une présomption, ça veut dire qu'on peut la combattre dès lors qu'on démontre effectivement que on n'a pas qu'une seule et même entreprise entre les deux conjoints. Et ça, on raisonne c'est par rapport aux recettes. Lorsqu'on est en séparation de biens, l'entreprise enfin, chaque conjoint est réputé exploiter chacun sa propre entreprise, sauf si on est en société de fait. Alors, je vais revenir parce que ça paraît contre-intuitif, communauté. Je vais prendre, ça peut arriver, on va avoir deux conjoints, conjoint 1, comme ça je ne vais pas mettre de genre, conjoint médecin, médecin généraliste, conjoint 2, médecin spécialiste. Ça peut arriver, on s'est rencontrés pendant les études. Et effectivement, on a chacun son entreprise avec chacun son titre, mais d'un point de vue juridique, cette entreprise est considérée comme un bien commun. C'est pour ça, effectivement, qu'au niveau du BOFIP, on a cette présomption d'exploiter une seule et même entreprise. Et donc, effectivement, bah, il faut être vigilant dans ce cas de figure pour vérifier effectivement si, au niveau des recettes, il faut additionner les recettes des deux activités ou pas. Tout ça pour dire que ce qu'on met en alinéa 3, il faut en fait vérifier chaque cas de figure, étudier effectivement les conditions réelles d'exploitation et pouvoir effectivement démontrer, ben, moi dans le cas de figure 1, si conjoint 1 est médecin, l'autre est médecin spécialiste,
volontairement, j'ai pris médecin spécialiste, j'ai pas pris médecin généraliste avec effectivement travailler en plus au même endroit. Donc, je vais aller combattre en disant, bah oui, moi, médecin généraliste, j'exerce à tel endroit, j'ai telle patientèle. De l'autre côté, j'ai le conjoint 2 est spécialiste avec une autre patientèle, ben, c'est pas du tout la même entreprise. Et donc, par conséquent, les recettes, je vais les regarder entreprise individuelle par entreprise individuelle. Donc tout ça, c'est à regarder. Puis on va rajouter une petite complexité. On peut se retrouver avec le cas de figure, donc on est associé d'une société de personnes. Ça peut arriver, hein, SRL de famille, et chaque conjoint est associé, ou il n'y en a qu'un seul, effectivement, qui est associé. On a vu tout à l'heure que j'ai une activité BIC individuelle et je suis par exemple en SRL de famille avec également une activité BIC. Ben, on va regarder effectivement et on va totaliser les codes-parts, enfin les recettes effectivement réalisées par l'entreprise individuelle et la quote-part des recettes réalisées par la société. Donc ça, effectivement, faites attention à ce cas de figure. On vous a mis le résumé du raisonnement à avoir, mais pareil, il faut se replonger dans la doc. Donc, si jamais vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en entreprise individuelle et qui est également associé de société de personnes, revérifiez effectivement dans la doc la situation, sa situation matrimoniale, et puis après, bah, derrière, vous ferez les calculs qui vont bien pour vérifier au niveau des recettes à quel niveau on se retrouve. On peut également avoir le cas des activités mixtes. Ça peut arriver. Alors, les activités mixtes, c'est d'un côté, et ça ne concerne que les BIC, d'un côté, je fais de l'achat-revente et de l'autre côté, je fais de la prestation de service. Alors, tiens, je suis commerçant, je vends de l'électroménager, mais je fais aussi des installations d'antennes de télé. Enfin, je vais prendre des vieux exemples, mais ça peut arriver. Donc, je fais de l'achat-revente de télé, mais j'installe aussi des antennes de télé. Donc, ça, j'ai de la prestation. On a le cas de figure également avec le bâtiment où c'est considéré comme une activité mixte fiscalement. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale considère que ben, sur les factures, il y a les matières premières et de l'autre côté, et il y a également la main-d'œuvre. Sauf que dans la vraie vie, moi, mes clients, souvent, ils mixent, il n'y a pas de détail sur les factures entre le détail tant de main-d'œuvre à tel prix et tant de matières premières. Et ce qui implique également de suivre la main-d'œuvre dans un compte spécifique et l'achat-revente dans un autre compte. Donc, dans ce cas de figure, on va bénéficier de l'exonération totale si le total des recettes, tout confondu, est inférieur à 250 000 euros et, en gras et en majuscule, donc c'est un cumul, il faut cumuler les deux conditions, et que les recettes de prestation de services sont inférieures à 90 000 euros. Donc il faut effectivement que le montant total des recettes soit inférieur à 250 et que la partie prestation de service là-dedans soit inférieure à 90 000 euros. Et on peut, ça c'est l'exonération totale, et pour avoir l'exonération partielle, donc ça c'est si jamais, par exemple, les prestations de services, on est à 110 000 euros, par exemple, au niveau des prestations de services. Et donc, on est dans ce cas de figure, et pour bénéficier de l'exonération partielle, il ne faut pas que les recettes globales ne dépassent 350 000 euros. Donc là, pareil, il y a une formule de calcul qu'on vous a mis. Dans vos documentations respectives, vous trouverez des exemples, mais activer TMX, ce qu'il faut retenir, c'est attention, il y a une double condition quant aux recettes. Et après, derrière, ben, on suit effectivement les textes et on applique les textes enfin, on applique les exemples et on arrive à traiter comme il faut. Donc, ah oui, ça c'est moi. On a parlé des sociétés de personnes. Les sociétés de personnes, c'est génial, mais ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que il y a deux axes au niveau des sociétés de personnes. Il y a la société de personnes vend
une ou plusieurs immobilisations. Ça, c'est la société de personnes propriétaires qui vend. Alors, j'ai pris l'exemple de vendre, hein, mais on peut avoir d'autres cas de figure pour bénéficier du texte, mais vend. Mais on a aussi l'autre cas de figure que Mylène traitera, c'est je suis associé de société de personnes et je vends mes parts de la société de personnes. Voilà. Donc ça, effectivement, faut faire attention et de savoir à quel endroit on se trouve. Donc maintenant, je suis dans ma société de personnes, ma SRL de famille, qui va vendre une voiture ou un ordinateur, que sais-je. Donc, au niveau des conditions, donc on va regarder au niveau de la société les conditions. Donc, les conditions d'activité, on les regarde au niveau de la société. Les conditions de durée des 5 ans, on les regarde au niveau de la société. Et les recettes, on regarde par rapport aux conditions qu'on vous a indiquées juste avant. À noter que si jamais la société rachète ses titres pour les annuler, la plus-value dégagée bénéficie également d'exonération. Et c'est là qu'il faut faire très attention au niveau des sociétés de personnes, et on a la particularité concernant les sociétés civiles agricoles, c'est que au niveau des sociétés civiles agricoles, on a un fonctionnement qui n'est pas le même que dans les sociétés BNC et BIC, pardon. C'est que si la société vend un élément d'actif, au niveau des recettes, on regarde pas les recettes de la société intégralement, mais on regarde uniquement la quote-part de recettes qui revient à l'associé. Donc, je suis associé, j'ai 25%, c'est 25% des recettes, plus mes éventuelles recettes individuelles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et comme ça permet de répondre à la question qui avait été posée dans le chat, la durée d'activité uniquement pour les sociétés civiles agricoles, elle est regardée pas au niveau de la société, mais elle est regardée au niveau de l'associé. En fait, on garde une logique, puisque les recettes, on les regarde pas au niveau de la société, les recettes, on les regarde au niveau de l'associé professionnel, uniquement sa quote-part. J'ai 25%, donc on prend ma quote-part. Et donc, c'est logique, enfin c'est logique, c'est la logique du Conseil d'État de dire, certes, la société, ça fait 15 ans qu'elle est en activité, mais comme le seuil de recettes, vous avez un régime particulier, on le regarde au niveau de l'associé, donc on regarde effectivement la durée d'activité au niveau de l'associé. Voilà, donc gardez en tête que lorsque on est en société civile agricole, c'est bien société civile agricole. Si jamais je suis en société commerciale avec une activité agricole, cette exception-là ne fonctionne pas. C'est uniquement pour les sociétés civiles, civiles agricoles. Je vais faire les liaisons. Donc, ayez ça en tête. On a un régime effectivement qui est particulier. Allez, c'est à toi, Mylène, pour le Donc deuxième voilà, cas de figure. c'est ce gros focus sur les cessions de parts de sociétés de personnes. Donc on redit bien que voilà, il y a des conditions d'activité professionnelle à avoir, de durée, notamment sur l'activité effective et les montants de recettes vus précédemment qui sont à appliquer. Donc, cela concerne toute opération qui aboutit à la sortie de l'actif professionnel de l'associé de l'élément considéré. Et donc, cela concerne les apports en société, les échanges et donations. Donc, on a en recette à prendre en compte par catégorie de revenus la quote-part de recettes de la société de personnes revenant à l'associé, mais également les recettes de l'entrepreneur individuel associé. Et comme nous l'a bien expliqué Emmanuel juste avant, attention, warning, 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 quand on a des conjoints associés et que en plus ils exploitent. Donc là, à chaque fois, c'est vraiment au cas par cas. La haute couture, on analyse la situation juridique et on applique stricto sensu le régime d'exonération qui va avec. Au Alors, niveau les moins-values, parce des qu'on peut faire des moins-values, oui, moins-values. on parle que des plus-values depuis, mais
Oui, donc on a les moins-values à court terme qui sont déductibles du résultat imposable. Donc, c'est le beau petit tableau entre les biens amortissables, non amortissables, étaient détenus depuis moins de 2 ans ou plus de 2 ans. Donc, la moins-value à court terme, elle concerne les biens non amortissables de moins de 2 ans, mais également tous les biens amortissables, quelle que soit la durée de détention, quand effectivement le prix de vente ou la valeur à prendre en compte est nulle et qu'il nous reste encore à amortir, par exemple, le bien. Et pour la moins-value à long terme, elle est imputable sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 années, 10 exercices suivants. Donc souvent, c'est l'image qu'on utilise, hein, c'est que la moins-value à long terme, on la met dans une petite cage et elle attend sagement de pouvoir grignoter des plus-values à long terme pour qu'elle ne soit pas imposée. Et en cas de cessation d'activité, la moins-value à long terme, elle est déductible dans la limite de 51,20%. C'est quoi ce taux? Mais ce taux, c'est tout simplement le taux réduit des plus-values à long terme de 12,8% divisé par le taux normal de l'impôt sur les sociétés. C'est la règle qui est prise en compte et donc on ne doit pas générer de déficit catégoriel. C'est-à-dire que cette moins-value à long terme, elle est imputée sur le résultat de l'exercice, s'il est bénéficiaire et dans la limite de ce bénéfice, d'exploitation. Donc Et, voilà, ça voilà, arrive d'avoir une moins-value. il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut avoir des moins-values parce qu'on peut très bien avoir une plus-value long terme qu'on a réalisée et qui va bénéficier du 151 septies, mais on peut également en même temps avoir une moins-value court terme. Et inversement, donc c'est pour ça que c'est important effectivement de parler des moins-values. Il y a un autre élément qu'on n'a pas mis dans le PowerPoint, c'est que sur vos liasses fiscales, on n'a pas mis toutes les liasses fiscales et toutes les cases à renseigner. Il y a des cases spécifiques, que ce soit sur la 2035 ou que ce soit sur la 2031 ou la 2000, je sais plus combien, 39. Voilà, je les connais pas tous les numéros par cœur, mais ça, les logiciels, en principe, ils sont bien paramétrés. Donc, pensez effectivement à faire des retraitements fiscaux qui vont bien et donc notamment à déduire les plus-values et après que ces plus-values se reportent bien dans les bonnes cases, au niveau de 2031, 2035 et autres. Derrière, euh, non, elles sont exonérées. Je ne crois pas qu'elles aient à être reportées sur la 2042. Je n'ai pas vérifié. J'ai un doute. Non, c'est les plus-values taxables qu'on doit mettre sur la 2042 pour pas qu'elles rentrent dans le calcul du PAS. Voilà. Oui, Et les revenus exonérés sur la 2042, c'est pas les plus-values exonérées, c'est ce qui provient des régimes zonés type ZRR, ZFRR, ZAFR et tout ça. Donc faites attention de pas faire d'erreur lorsque vous remplissez effectivement les 2042. donc voilà, on a passé beaucoup de temps sur les conditions de fond, avec justement les critères cumulatifs, mais il y a aussi ces conditions de forme avec le remplissage de Voilà. l'alias et le dépôt de l'alias en temps et en heure. Ça fait comme les régimes zonés, envoyez-les dans les Voilà. délais impartis. Et puis le petit point de vigilance également sur les recettes, je repense à ça, c'est que attention en cas de contrôle, si l'administration considère que les recettes étaient insuffisantes, peut-être qu'au moment où vous avez fait l'exonération 151 septies, elle était exonérée totalement parce que vous aviez des petites recettes. Et finalement, si les impôts vous en retrouvent un peu plus, ça peut faire perdre l'exonération que vous aviez appliqué et là, c'est l'enfer du redressement. Voilà, alors je vais descendre les questions. Les plus-values de SM ne sont pas concernées, point d'interrogation, si, on en a parlé au tout début. Les plus-values dans les SM peuvent bénéficier de l'exonération 151 septies. Alors pour un baissier, doit-on raisonner en recettes ou en chiffre d'affaires facturé? Bah, c'est les règles BIC, donc on est en comptabilité d'engagement, créance dette, donc chiffre d'affaires facturé. Il y a une question effectivement pointue. Si j'ai exercé mon activité en tant que collaborateur depuis 2019 dans un cabinet médical, puis j'achète une patientèle en 2021, je la revends en 2024, est-ce que la condition des 5 ans est bien remplie?
Excellente question. Je regarderai la documentation dans ce cas-là. J'aurais tendance à l'appliquer, mais ça parce que je préfère effectivement jouer sur la limite, on va dire. Et puis si jamais le coup part mal, ce qu'on risque, c'est les pénalités, en fait, finalement, liées à l'impôt qu'on n'aurait pas payé. Ça peut se défendre potentiellement. Après, c'est pas tout à fait la même chose quand on est collaborateur, cabinet médical, enfin médecin collaborateur et puis après médecin entre guillemets titulaire. Mais ça peut à mon avis se défendre. L'activité forestière est taxable en BA. Alors je vais reformuler. Moi, c'était une activité de débartage, bûcheronnage et sauf erreur de ma part, c'est du BIC pour avoir différents clients dans ce type d'activité. Alors, une EI vend une licence de taxi, mais conserve une autre licence en location qu'elle va déclarer en régime micro. La licence vendue peut-elle bénéficier de l'exonération? Avec le peu d'éléments que j'ai, je suis incapable de répondre puisque je n'ai pas la durée d'activité, je n'ai pas le montant des recettes, donc je ne suis pas capable de répondre. On a parlé du Conseil d'État de la décision d'avril 2024. Alors, il me semblerait que l'exonération fonctionnait en cas de cession d'une entreprise individuelle, de part de société IR ou d'immobilisation à l'actif de société, mais pas en cas de cession d'immobilisation à l'actif d'une EI. Si, ça fonctionne. Si on vend juste, je vends une voiture, c'est-à-dire je ne vends pas mon fonds de commerce, je vends juste une voiture, ça s'applique. Ça fonctionne. Dans les conditions, on les a mises dans le support. Les conditions sont extrêmement simples. On n'est pas dans la condition, par exemple, de l'article 238 quin des du Code général des impôts qui dit je vends une branche complète d'activité ou je vends, je ne sais plus comment c'est rédigé, une entreprise individuelle. Là, il suffit que je vende une immobilisation, donc c'est applicable. L'exonération s'applique-t-elle sur la cession d'un fonds de commerce? Oui. Dans le cas où l'épouse poursuit l'exploitation du mari qui part à la retraite, quel est le délai à calculer? Ça dépasse, puisque moi, l'épouse, je ne sais pas si ils sont mariés sur le régime de la communauté ou en séparation de biens. Parce que j'ai eu le cas de figure il y a 17 ans ou il y a 15 ans, c'était un restaurant. Monsieur est parti en retraite, ils travaillaient ensemble. Monsieur est parti en retraite, marié sur le régime de la communauté, et madame a continué l'exploitation. Et on a fait à l'époque ce qu'on appelle une reprise au conjoint, puisque juridiquement, l'entreprise, elle appartenait toujours au couple. Et donc, on a effectivement juste mis l'entreprise individuelle au nom de madame. Et j'aurais tendance à appliquer donc les 5 ans depuis le début d'activité de cette vraie entreprise individuelle, même si elle était au nom de monsieur. Euh, on en est où? Un associé rentre dans une SCE agricole qui a plus de 5 ans, sera-t-il exonéré automatiquement si le chiffre d'affaires est inférieur? Nanana, sa durée s'apprécie. On a répondu, là on est en société civile agricole, donc on raisonne par rapport à l'associé. Donc si l'associé a moins de 5 ans, ça fait moins de 5 ans qu'il exerce son activité au moment de la cession, il ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 7. Pour un loueur en meublé pro qui a commencé en non pro, calcule-t-on les 5 ans à partir du début du passage en pro ou de la date d'achat de l'immeuble? Pour moi, je crois que c'est à partir du passage en pro, puisque quand on était en non pro, on n'était pas dans le régime des plus-values professionnelles, puisqu'on était dans le régime des plus-values des particuliers, donc à vérifier pareil dans la doc, mais ça serait à partir du passage, à mon sens. Quand un jeune agriculteur rentre dans une société de plus de 5 ans, peut-il bénéficier au titre du premier exercice d'exonération? On en a parlé. Dans une société, on ne m'a pas mis, c'était une société civile agricole. Alors, je vais me simplifier la vie, je veux dire que c'est une société civile agricole, donc c'est la jurisprudence du Conseil d'État qui s'applique. Et si c'est une activité agricole, mais qui n'est pas exercée dans une société civile agricole, on est dans le régime normal, c'est-à-dire qu'on regarde les 5 ans par rapport au début d'activité de la société. Fabrication de produits finis où la matière première représente très peu par rapport à la main-d'œuvre de fabrication. Après, je ne sais pas ce que c'est, mais dans l'exemple donné par le BOFIP, en activité mixte, on parlait d'activité de bâtiment. Là, moi, quand j'entends produit fini, c'est-à-dire que sur ma facture, je vais livrer un téléphone, une voiture ou que sais-je, ou un fauteuil. Je regarde ce que j'ai dans mon bureau. Alors, j'ai pas de voiture dans mon bureau. J'aurais tendance à dire c'est produit fini, donc c'est le seuil à 350.
Alors, dans l'instruction sur le régime micro-BA, présence de deux conjoints mariés sur le régime de la communauté et une exploitation, il y a une présomption d'exploitation séparée. Ce revirement de la part de l'administration s'applique-t-il en matière? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le régime micro-BA en préparant le webinaire. Tac, tac, tac. Ouais, on va peut-être pas. Oui, on va arrêter d'envoyer des questions parce que Ouais. ça va être compliqué. Si, dans votre exemple, mari et femme, madame a une EI et uniquement gérante d'une SRL de son mari, peut-elle avoir l'exonération? A une EI et uniquement gérante. Alors, je Je vais suis faire de la retour. réponse. C'est que Voilà. je sonne un peu le gong. Je vais faire la réponse. Ça, pour répondre comme ça, j'ai besoin de regarder la doc, chaque cas d'espèce, enfin vraiment avoir tous les éléments. Voilà. Ah, dans le secteur bâtiment qui englobe tout sur sa facture, on ne peut pas utiliser le régime activité mixte. Donc, ça va être le régime considéré comme prestation de service et le seuil à 90 000 qui s'applique. Après, je crois Voilà. qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour ceux qui en ont. Alors, voilà, il y a on peut pas tout traiter Oui, mais ça et va se c'est pas terminer. forcément le but, Ouais. mais on Ouais. peut nous envoyer les questions et en fonction, envoyez-les-moi sur mon adresse mail, c'est mélanie.plenpe2len@ecf.fr. Je vais vous la mettre envoyer les questions et moi, je les enverrai à Emmanuel et Mylène pour qu'on puisse faire une réponse commune, peut-être s'il y a des questions qui reviennent, voir si on peut ajouter quelques réponses dans le support avant de le publier. Je Ouais, ne sais mais pas après, si... ça retourne à peu près. C'est vrai que j'ai descendu. Voilà, c'est tout à peu près. Ouais, enfin, ça tourne. Enfin, le conseil qu'on peut vous donner, c'est aller dans la doc, aller dans la doc, aller dans la doc. Enfin, les conseils, c'est très simple, mais il n'y a pas de mystère, hein. Pour préparer le support, ben, on va dans la doc. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on découvre ou des choses qu'on revoit. C'est à force de pratiquer et d'aller dans la doc, ça évitera effectivement de se faire pincer dans le futur. Donc, on ne peut que vous encourager à lire la doc. Voilà, lire la documentation et être curieux parce que mieux vous connaîtrez l'activité de vos clients et toute leur antériorité, mieux vous pourrez appliquer le régime, notamment tout ce qu'on a pu voir, aussi bien le régime matrimonial, depuis quand ils travaillent, est-ce qu'ils ont changé d'activité? C'est parfois compliqué quand en plus on reprend et on est tout nouveau sur le dossier. Donc, soyez curieux, documentez aussi tous, vos travaux. Je sais que pour la partie libérale, il y a le dossier, annuel de, libéral qui est sur le site, du Conseil national de l'ordre qui a, une fiche spéciale IMO et puis là, sur le support, on vous a remis le cumul de l'article 151 septies avec d'autres régimes. Oui, dans certains cas, c'est possible avec le cumul de cumuler avec le départ en retraite et le 151 septies A, mais également le 151 septies B, concernant les plus-values à long terme sur les immeubles d'exploitation. Donc, dans l'ordre, c'est souvent on applique déjà, l'exonération petite entreprise de 151 septies et ensuite on va piocher chez l'un ou chez l'autre en fonction de ce qu'on vend et dans quel cas de figure on est. On ne peut pas cumuler avec l'article 238 quindecies, qui est lié à la transmission, d'une entreprise ou d'une branche d'activité complète et il y a une fraction imposable de la plus-value, imposable après application du 151 septies, pardon, qui ne peut pas bénéficier, par rapport à l'article 41 transmission à titre gratuit, report d'imposition, le 93 quater inter par rapport au brevet et puis tous les 151 octies et également le 151 nonies 2. C'est sérieux, hein. Ah bah non, mais c'est effectivement précis. Donc c'est comme l'a dit Mylène, de toute façon le 151 septies il est de droit, et c'est le plus avantageux, on va dire. Donc c'est le premier à utiliser. Et après on va aller piocher dans les autres si on peut pas utiliser le 151 septies. C'est voilà, c'est du réflexe effectivement à avoir. C'est Voilà, pour ça voilà. qu'Emmanuel proposait le titre Entre mythe et réalité, parce que la réalité est tout autre. On se dit finalement il y a beaucoup de conditions à remplir, et le mythe c'est de dire on peut facilement dégainer le 151 septies, oui, mais sous condition. Sous condition. Donc, on vous remercie de votre participation active. N'hésitez pas à adhérer à ECF si vous n'êtes pas adhérent d'ECF. Vous allez sur le site ECF pour adhérer.
pour nous Oui, parce soutenir que c'est grâce effectivement à dans nos ça que travaux. c'est possible. C'est Voilà, aussi parce qu'on a des adhérents et des gens très investis que faire tous ces événements, c'est possible. Et voilà. merci encore à nos intervenants brillants. Et vous recevrez le support, on va le mettre en PDF, vous recevrez effectivement le support. Voilà, à très bientôt et bonnes vacances. Eh ben, bel été à tout le monde. Merci beaucoup Beaucoup. encore Emmanuel et Mylène. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas. Très bel été à tous et on se retrouve pour, bah, du coup, la date est affichée le 24 septembre pour le prochain café fiscal. Je vous Voilà, remercie beaucoup. Merci Mélanie, merci Emmanuel. merci Merci à à toutes les tous. deux. Tac, je vais couper. Voilà, hop.